Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Anne-Laure Dufou, responsable des programmes de partenariat chez Bonitasoft. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir avec moi Joseph Coury, notre partenaire de la société RS2I. Bonjour Joseph. Oui, bonjour alors, bonjour tout le monde. Joseph va aujourd'hui nous présenter un webinaire sur l'usage de Bonita dans une solution de case management. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste donner des informations techniques sur le webinaire. Donc, vous pouvez poser des questions. Il y a une partie questions dans l'outil de GoToWebinar. Donc, vous pouvez rentrer vos questions et nous les prendrons à la fin du webinaire. N'hésitez pas à les rentrer au fur et à mesure tout de même. Une autre information importante, c'est que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible rapidement sur le site web de Bonitasoft et vous pourrez à nouveau le consulter et passer cette vidéo également aux personnes autour de vous qui seraient intéressées. J'ai terminé avec les informations techniques et du coup je vais laisser la parole à Joseph qui va vous présenter Bonita dans une solution de case management. Bon, merci alors, bonjour tout le monde. Donc la présentation, en fait, le webinaire comportera deux parties. La première partie, en fait, c'est une présentation, donc un PowerPoint qui explique un petit peu les principaux concepts de case management, enfin du BPM, mais également, et puis après de case management, en fait, en essayant de positionner l'un par rapport à l'autre, donc sans forcément les opposer, effectivement, hein, quand BPM et case management ne sont pas forcément opposés, on va en parler. Et en troisième partie de cette présentation, on expliquera un petit peu comment on va faire de case management avec Bonita. On n'ira pas trop loin dans la technique, même si on pourra répondre à vos questions si vous en avez, si vous souhaitez qu'on en parle. Et la deuxième partie du webinaire sera une petite démonstration en fait d'une solution de case management. On a simulé une demande de crédit dans une banque, comment se passe la demande de crédit et comment la demande de crédit est traitée dans une approche en fait case management. Voilà. Donc pour commencer, je vais présenter rapidement RS2I. RS2I, comme Anne-Laure l'a signalé, de son partenaire Bonita, partenaire premier depuis 4 ans maintenant. RS2I existe depuis 1992, c'est une société de à peu près 100 personnes. On appartient à un groupe qui est le groupe Neurone, qu'on a rejoint en 2008. Neurone, c'est un groupe français qui fait 5700 personnes. Un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, donc 104 collaborateurs, avec une spécialité très très forte. Depuis bientôt 20 ans, en fait, RS2I travaille dans le monde, alors ce qu'on appelait le workflow avant, enfin l'AGED, le workflow, le BPM et le case management. Donc, comme je disais tout à l'heure, filiale du groupe Neurone. Neurone, en fait, peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, effectivement, une société française qui fait partie des 10 plus grandes sociétés françaises en France, essentiellement basée en France et avec une forte présence en région parisienne, mais également en province et quelques diversifications à l'étranger. Donc, nos clients, la majorité de nos clients, en fait, la majorité non, ils ne sont pas tous présents ici. Donc beaucoup dans le monde de la banque, beaucoup dans le monde de l'assurance, dans le monde de l'industrie également, dans le monde du transport et également dans le monde de l'administration, dans le public. Donc notre partenariat avec Bonitasoft en fait date de 2013. Nous avons une entité, donc c'est un département dont j'ai la charge, qui est dédié à tout ce qui est BPM, SOA, ESB, donc une équipe de 50 consultants, avec une intervention qui va du cadrage projet, donc toutes les phases amont du projet, la partie implémentation, donc la partie mise en œuvre, également la partie accompagnement, en fait, formation, montée en compétences. Nous ne faisons pas de l'organisation d'entreprise, en fait, on a une autre entité de groupe qui s'en occupe. Nos interventions en aval des projets, c'est pour accompagner nos clients, en fait, à prendre en main les solutions de BPM ou de case management que nous sommes amenés à faire. Voilà. Alors, donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est quoi le BPM? Je ne sais pas si c'est familier à tout le monde. Donc BPM pour Business Process Management, en anglais, gestion des processus métiers en français. C'est un terme qui est utilisé depuis maintenant 10 ans.
si on revient un peu en arrière, même si certaines personnes encore continuent à l'utiliser, on va parler de workflow. Alors, c'est quoi le workflow par rapport au BPM? Moi, pour simplifier et vulgariser, je serais tenté de dire que le BPM, c'est l'extension du workflow. Le workflow qu'on en faisait, en fait, c'est limité dans la majorité des cas à une solution technique qui servait à implémenter des processus métiers et les exécuter. Le BPM fait ceci, bien évidemment, mais on l'a un peu élargi en amont, en aval. En amont, avec des outils, enfin, ce qu'on appelle des studios de modélisation, qui permettent à des équipes métiers, des équipes MOA ou des équipes MOE de partager en fait la description ou la description du besoin en fait autour d'un même outil. Donc avec une norme qui existe en fait, une norme ou un standard, hein, plus qu'on voulait. Donc les avis divers sont les experts. La norme BPMN, donc on va en parler un tout petit peu plus loin. Donc à quoi sert le BPM en fait? Un de ses principaux objectifs, hein, c'était rationaliser les processus en fait. Et ça commençait par le monde industriel, hein, parce qu'en fait, si on compare un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'industrie par rapport à ce qui se passe actuellement dans d'autres secteurs d'activité, on se rend compte que l'industrie avait un coup d'avance en fait, et les sociétés industrielles étaient les premières à vouloir rationaliser leur processus et à implémenter des outils et des solutions qui permettent de le faire. Donc, dans le cadre d'une solution de type BPM, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Donc, effectivement, à modéliser notre processus métier, le décrire, à l'outiller, et surtout à automatiser toutes les tâches qui peuvent l'être. C'est quoi une tâche? En fait, une tâche, je pense que ça parle à tout le monde, hein, vous n'êtes pas là par hasard. Donc, c'est une étape d'un processus. En fait, un processus comporte deux types d'étapes ou deux types de tâches. Des étapes de type humaine. En gros, ce seront des acteurs humains qui vont intervenir pour réaliser le travail, souvent à travers des formulaires présents dans le processus qui sont amenés à compléter, à valider, mais également en fait à travers d'autres applications métiers, dans lesquelles le travail est fait en fait avec une remontée de l'information vers le processus. Également, en fait, donc au-delà des tâches humaines, un processus peut comporter d'autres types de tâches, ce qu'on appelle des tâches techniques ou des tâches automatiques. C'est quoi une tâche technique? C'est en fait, souvent c'est l'appel à un web service pour faire un travail, typiquement mettre à jour une information dans une base de données, envoyer un mail, ou tout travail en fait qui peut être fait par une application, qui peut être automatisé. Donc, nous avons un autre actif, la mise en œuvre, allez, je veux dire en 40, 50 ou 60 projets BPM depuis le temps, enfin depuis 20 ans qu'on en fait. Et avec le retour qu'on a sur ce type de solution, on se rend compte qu'en règle générale, en fait, les solutions BPM qui ont le plus fonctionné, celles qui sont le plus fréquemment utilisées, en fait, sont très human-centric. C'est-à-dire, en fait, on ne va plus parler trop des tâches techniques, ça c'est évident, mais clairement, en fait, ce sont des tâches qui sont faites par des opérateurs où on se rend compte que l'être humain, donc l'acteur en l'occurrence qui fait le job, on va faire beaucoup appel à ses connaissances, à ses compétences, en fait, qui sont, entre guillemets, dans sa tête, dans son cerveau pour faire le job. Et typiquement, chaque fois qu'on va modéliser un processus, une des premières questions que je pose à mes interlocuteurs, c'est quel est le profil des acteurs qui vont réaliser le travail, qui vont travailler sur ce processus. On ne va pas modéliser de la même façon, en fait, un processus qui va être utilisé, pardon, c'est péjoratif, dire pour faire des traitements à la chaîne, typiquement traiter d'échecs, donc avec des gens qui sont là, des opérateurs dont leur travail c'est d'enchaîner le traitement d'échecs. Et l'objectif recherché par le processus, c'est de gagner du temps, gagner en productivité. Et un processus qu'on va probablement, enfin, de traitement d'un crédit bancaire, où on va demander, ou d'un sinistre, on va laisser plus de liberté à l'acteur qui effectue la tâche pour dire, bah, c'est toi qui sais, c'est toi qui sauras comment faire, est-ce qu'on fait A avant B ou B avant A. Donc typiquement, en fait, la notion d'être human-centric et de prendre en considération en premier l'aspect humain des acteurs, enfin le profil des acteurs qui vont exécuter le processus, c'est un point primordial pour la réussite en fait d'une solution de type BPM. Et donc, pour finir un petit peu là-dessus, on va un petit peu vite, c'est qu'on se rend compte que les solutions de type BPM sont très adaptées justement pour la mise en œuvre des process industriels ou bien pour tout ce qui est réglementaire.
Donc on a une réglementation qui existe, hein. Il y a des choses il y a des points de contrôle à effectuer systématiquement. Effectivement, le fait de modéliser, d'implémenter, d'utiliser ce type de solutions, donc des solutions de type processus, sont des solutions très adaptées à ce type de besoin. Donc on dit ça en fait juste pour mettre un petit peu en relief les éventuels écarts ou les écarts qu'on aura ou qu'on pourra mettre en valeur entre une solution ou bien une approche de type BPM par rapport à une solution ou une approche de type case management. Donc le schéma que vous voyez ici, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit les principales différences, enfin, pas différences, l'évolution qui a lieu pour que le workflow devienne BPM, on parle plus de BPM que de workflow, c'est que on a élargi en fait le périmètre en incluant d'autres acteurs, et ces acteurs sont en partie les équipes métiers et les équipes MOA. Donc il fallait trouver un bon langage, un langage tout court, bien une façon de pouvoir partager en fait la vision d'un même processus, d'un même besoin entre les équipes métiers, les équipes MOA et les équipes MOE, donc les équipes qui ont en charge la mise en œuvre. Donc le BPMN, en fait, c'est un standard de modélisation pour Business Process Model Management Notation. Donc ça permet en fait de modéliser les différentes étapes d'un processus, les enchaînements entre ces étapes, des enchaînements de type séquentiel, de type conditionnel, de type parallèle, ainsi modéliser en fait les différents. Si on a des deadlines, à quel moment on sort, les alertes, mais également les acteurs en fait qui ont en charge le traitement de des différentes étapes identifiées au sein du processus. Donc le schéma que vous voyez ici, c'est un schéma très très simple en fait d'une gestion de réclamation à travers une modélisation BPMN en l'occurrence. Pardon. Alors, concrètement, dans les faits, si on va parler un petit peu projet, comment ça se passe en fait la mise en œuvre en fait d'une solution BPM. Donc effectivement, je dirais comme tout projet informatique, la première étape ou la première phase à réaliser, c'est une phase d'étudier en fait, étudier les objectifs. Et tout à l'heure, j'ai dit, on peut avoir des solutions pour industrialiser en fait, pour automatiser un processus industriel. On peut avoir comme objectif de respecter, de mettre en place un processus qui gère la réglementation, l'aspect legal, donc tous les contrôles à mettre en œuvre dans ce type de démarche ou de certification. Et à partir de ces objectifs définis en fait pour la mise en œuvre de la solution BPM et l'étude des profils des acteurs qui sont amenés à utiliser ce processus, on va identifier les différentes étapes et la granularité des étapes qui vont composer le processus. Une fois que cette phase d'étude est réalisée, on va modéliser le processus, donc à travers un studio de modélisation. La grande majorité en fait des solutions de BPM proposent des studios graphiques qui permettent de modéliser ce processus et de le partager en fait entre les équipes métiers et les équipes mises en œuvre. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Souvent on entend, oui, en fait, est-ce que le process qui est modélisé par les équipes MOA, il suffit de cliquer sur un bouton, en fait, et il est mis dans l'outil et il est prêt à l'emploi. Alors, ça peut être un discours d'éditeur, c'est pas le cas de Bonita et je les en remercie. Dans les faits, on se rend compte en fait que c'est rarement le cas. C'est rarement le cas, pourquoi? Parce que l'objectif quand on implémente une solution, c'est qu'on veut qu'elle soit performante. Donc il y a un travail à faire. On peut être amené des fois à factoriser des processus. Plusieurs process métiers ou 10 métiers. Donc vu par le métier, quand on a des processus différents, des fois on peut être amené à les implémenter au sein d'un même processus avec des branchements parallèles ou autres, donc ça répond. Avec un peu de paramétrage, un même process implémenté peut servir à plusieurs process métiers identifiés. Et à l'inverse, en fait, un process métier qui est souvent décrit à plat, donc sur un même dessin, on va schématiser tout le processus. Quand on va l'implémenter, en fait, on se rend compte que on va être amené à mettre en œuvre des sous-processus, des processus, factoriser des choses. Donc je dirais c'est comme tout projet informatique. Effectivement, on ne fait pas du Java, on ne fait pas du .NET, on ne fait pas du PHP, mais il y a une phase de transcription de processus métier vers le processus implémenté. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Pour des processus simples, ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais il est faux en fait, ou même utopique, pardon, de dire que c'est la règle générale en fait, c'est qu'une équipe métier, qu'une équipe MOA design un processus, on appuie sur un bouton et ça y est, il est prêt à l'emploi. Donc une fois que ce process est implémenté,
on va l'exécuter. Une fois qu'on l'a exécuté, c'est-à-dire il va vivre, on va créer des tâches, on va surveiller son exécution. Donc après l'exécution, c'est le pilotage. Parce que l'objectif d'un processus, l'objectif d'utiliser une solution de type BPM, plutôt de coder dans un langage de développement style Java, .NET ou autre, l'enchaînement des étapes, c'est que à travers les concepts proposés par ce type de solution, à travers les studios de modélisation, on peut être amené à venir en fait optimiser, modifier le processus. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que lors de son exécution, il y a eu des goulots d'étranglement. On se rend compte que typiquement, la première version modélisée, on veut que tous les documents, toutes les tâches soient visées, soient validées, donc avec un visa d'un acteur X, parce que absolument c'est indispensable. Et là, on se rend compte que ce monsieur, forcément, il ne peut pas traiter plus ce qu'il peut faire dans une même journée, et qu'il est devenu le goulot d'étranglement d'un processus, et que le processus, nous, on cherche à l'optimiser, à le fluidifier, on se rend compte qu'on l'a étranglé. Donc on va mettre peut-être des règles, ou bien faire des bypass dans certains cas, dire tous les dossiers, typiquement, moins de 20 000 €, c'est pas la peine d'obtenir le visa de monsieur Pierre, on peut passer sans visa, ou bien on peut demander un visa de monsieur Paul, qui est un des collaborateurs de monsieur Pierre, et qui a la capacité, qui a l'autorisation de valider ce type de dossier. Donc en fait, un processus BPM, une démarche BPM, c'est une démarche itérative qui ne se termine jamais. Là, souvent, on a un schéma qui dit en fait ça boucle. Donc une fois qu'on l'a optimisé, on va étudier les solutions en fait pour l'optimisation, on va modéliser ces nouvelles solutions, on va les implémenter, on va exécuter, on va piloter, on va continuer en fait. Donc souvent, je pense que c'est dit un peu plus loin, on se rend compte que la version définitive d'un processus n'existera jamais. Pourquoi? Parce que le processus, en fait, c'est une activité métier. De nos jours, tout le monde le sait, dans la vie, les choses changent. Il y a quelques années, parler de téléphone portable, je pense que on ne savait même pas ce que ça voulait dire, un téléphone portable. Alors après, utiliser son téléphone pour faire des opérations bancaires et autres, je pense que personne ne l'imaginait non plus. Et même maintenant, on se rend compte que finalement, si on n'a pas un smartphone dans notre poche pour faire les différentes opérations qu'on est sollicité pour faire, on est bloqué. Et les processus, pareil. Donc un processus métier qui a été fait pour que toutes les opérations se passent en back-office ou en agence, maintenant il va être optimisé, il va être modifié, adapté, parce que on va donner la main à certains de nos clients pour faire certains types d'activités à travers un site extranet ou à travers leur mobile. Donc, et un petit retour d'expérience, en fait, même si j'ai un petit peu introduit la chose sur le slide précédent. Donc, un retour d'expérience, en fait, sur les projets, en fait, et les solutions orientées processus, c'est que, en général, la complexité des solutions, en fait, BPM, Workflow Case Management, ne se trouve pas au niveau des processus. On arrive très, très souvent à identifier, en fait, les principales étapes qui composent un processus. Et des processus où il y a 40 000 étapes, ou pardon, un nombre important d'étapes, sincèrement, on n'a pas beaucoup vu. Et si on arrive à ce cas-là, c'est qu'on s'est trompé quelque part. La distribution d'activités est une des difficultés majeures, en fait, de toute solution BPM. Pourquoi? La distribution d'activités, en fait, on appelle ça autrement Workforce Automation ou Workforce Management, c'est-à-dire, surtout dans le monde du back-office, c'est de dire, en fait, si on prend par exemple un processus de gestion de sinistre, donc ce processus, en fait, que vous travaillez au sein de sociétés d'assurance privée ou bien au sein de mutuelles, on se rend compte que les macro-activités sont les mêmes. Un dossier doit être initialisé, il doit être instruit. Dans certains cas, en fait, on va demander l'expertise, enfin une expertise médicale ou bien ce qu'on appelle une expertise technique pour dire typiquement combien on rembourse. Et après, une fois que ces demandes d'expertise demandées et effectuées, donc un gestionnaire va prendre une décision pour dire je rembourse ou je rembourse pas, et si je rembourse, quel montant. Et après, le dossier passe en paiement. Donc vous travaillez, ce processus, en gros, peut-être avec quelques petites variantes, je suis prêt à parier que c'est le même, quelle que soit la société d'assurance, en fait, ou la mutuelle qui gère. Par contre, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer, c'est que les différentes sociétés, en fait, n'ont pas obligatoirement la même organisation. Certaines sont organisées en front office et back office, avec du back qui fait que du back et le front qui fait que du front. Et au sein du back, en fait, ils ont ce qu'on appelle des
des pôles. Donc en gros, les tâches arrivent au sein d'un pôle et toutes les personnes appartenant à ce pôle peuvent prendre n'importe quelle tâche et la traiter. Alors que dans d'autres, non, ça arrive dans une corbeille d'un manager qui a certaines attributions, et c'est ce manager qui va distribuer l'activité en fait aux différents membres de son équipe, en tenant compte de plusieurs facteurs, de leur présence, de leur temps de travail, tout le monde n'est pas forcément à 100%, de la complexité des dossiers, donc de la seniorité de ces dossiers, enfin, de la complexité de ces dossiers en les adaptant à la seniorité des consultants, enfin, des acteurs, pardon, qui font le travail. En tenant compte de la langue, typiquement, on a eu le cas en Belgique où effectivement, il fallait tenir compte du fait que est-ce que c'est du flamand ou du wallon, donc en français néerlandais, il fallait en tenir compte. Donc un même processus métier va se comporter différemment, donc le processus de gestion de sinistre va se comporter différemment en fait si on est à la société AXA, je vais citer, ou bien si on est à la Massif ou à la Matmut ou à la Maïf. Donc tout ça en fait, on se rend compte que finalement arriver à expliquer en fait, à mettre en œuvre ces mécanismes de distribution en tenant compte de ces différents facteurs, c'est souvent la partie la plus compliquée en fait dans un processus BPM. Donc je serais tenté de dire, c'est le travail en fait, une grande partie du travail est concentrée sur ce point. L'activité BAM pour Business Activity Monitoring. Tout à l'heure, j'ai dit le workflow en fait se limitait à implémenter des processus et les exécuter, et c'est devenu BPM parce qu'on inclut une phase amont, mais également une phase aval. Et cette phase aval, clairement, c'est le BAM. C'est-à-dire en gros d'avoir un processus qui tourne, mais si on ne sait pas comment il tourne, on n'a pas vraiment optimisé, parce qu'en fait, peut-être on a une chance folle et que on est tombé du premier coup sur la bonne version du processus, sur la bonne modélisation qui fait en sorte que tout se passe bien. Mais ça peut arriver, mais c'est rare, enfin, c'est pas tout le temps le cas, je veux pas dire que c'est rarement le cas. Donc c'est pas tellement le cas, mais le fait de devoir piloter ce processus, pour faire du pilotage à chaud ou du pilotage à froid. Pilotage à chaud, en fait, c'est un peu un manager qui va intervenir parce qu'il se rend compte que la répartition des tâches en fait, à ses collaborateurs n'est pas homogène et qu'il peut l'optimiser. Ou bien du pilotage à froid pour se rendre compte en fait, que derrière, effectivement, dans telle zone, on arrive à vendre tel type de produit où on a plus de demandes de produits de ce type-là, mais pas dans d'autres. Donc, il y a probablement des décisions ou des actions stratégiques au business à prendre. Une approche itérative est souvent à privilégier par rapport à une approche Big Bang. On ne va pas dire oui, d'un coup, on va passer une entreprise qui n'a jamais fait du BPM, ça y est, on va tout mettre sur BPM, on va travailler avec des processus, avec des versions qui sont très poussées, très spécialisées. On se rend compte que non, ça marche très rarement. Pourquoi? Parce qu'il y a le choc humain, mais aussi, je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une version d'un processus, c'est le fait de ne pas piloter, optimiser, on obtient rarement la version finale en fait du premier coup, et pour ne pas dire on obtient rarement tout court. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vie évoluant tous les jours, les processus sont souvent amenés à évoluer tous les jours. Donc on se rend compte en fait, tout ça pour dire quoi? C'est que on se rend compte que des fois, on a besoin d'avoir des versions de processus qui évoluent, de pouvoir s'adapter à ce type de processus, à gérer des événements qu'on ne connaît pas quand on a modélisé le processus. Et clairement, une approche de type case management peut être en fait la réponse à cet ensemble de questions en fait ou de choses qu'on rencontre dans la mise en œuvre de ce type de solution. Donc on va passer du BPM au case management. C'est quoi le case management? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas. En fait, la notion de case management, on en parle beaucoup maintenant, mais on en parlait beaucoup il y a quelques années également en fait, et ça venait un petit peu des solutions de workflow documentaire. Les workflows documentaires, en fait, ont commencé à parler de case management, gestion de dossier, tout simplement. Mais à cette époque-là, en fait, quand on parlait de dossier, c'était forcément un document papier derrière. On recevait une facture ou une demande d'un client ou d'un adhérent. La facture ou cette demande était numérisée. Et sur cette demande-là, sur ce support numérique, on allait effectuer des choses. Typiquement pour facture, valider la facture avant de la payer. Sur une demande, sur une déclaration de sinistre, c'est traiter le sinistre. Mais comme vous le savez, maintenant, tout le monde parle du monde digital. Donc, du papier, il existe encore, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, il disparaîtra. Donc, on a maintenant, en fait, des dossiers qui sont dématérialisés. Donc, le support papier existera, mais ce sera un élément en fait du dossier et pas le dossier en tout court. Donc le dossier, on peut voir un dossier sinistre
qui, euh, qui va s'appuyer sur un nœud qui sera l'ensemble des métadonnées en fait qui décrivent le sinistre. Et sur ce dossier, on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir l'analyser, on va pouvoir en fait demander une expertise de type médical ou de type technique, ce qu'on appelle les tâches. Sur ce dossier de déclaration de sinistre au traitement de facture, on va définir des règles de sécurité. Qui a le droit de consulter? Qui a le droit de modifier, d'agir dessus? Donc, on va pouvoir également définir des événements. Sur une facture, en fait, ou un dossier sinistre, il y a des événements externes qui peuvent subvenir. Quand quel type d'événement peut arriver? Et une fois qu'un événement arrive, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que uniquement on va stocker l'information et ça s'arrête là? Ou bien non, suite à l'arrivée de cet événement, on va déclencher une tâche, un processus pour faire quelque chose. Donc, on va passer d'une approche, en fait, très orientée processus, des processus qui portaient des données, parce que forcément, en fait, pour décrire un processus, tout à l'heure, je vous ai parlé de tâches humaines et de formulaires, donc il y avait un ensemble de données qui étaient véhiculées, et une approche plutôt orientée données, donc dossiers en l'occurrence, et sur ces dossiers, on va pouvoir faire des choses, donc déclencher des tâches, lancer des processus, faire du pilotage. On veut savoir de nos processus, de nos dossiers, pardon, combien de dossiers on a en état d'attente, combien de dossiers on a à état initialisé, combien de dossiers de type déclaration de sinistre on a, urgent ou pas urgent. Voilà. Donc en fait, l'approche a complètement changé. Au lieu d'être process-centrique, on va devenir en fait dossier ou data-centrique. Alors juste une petite parenthèse, hein, on parle de case management, on parle d'ACM également. Donc pour dire quoi en fait ACM, avec deux définitions qui existent sur le marché, Adaptative Case Management et Advanced Case Management. Donc, tout ça pour dire quelque chose d'agile. En fait, on va parler d'agilité, on va parler de pouvoir en fait modifier le traitement d'un dossier sans avoir forcément à modéliser les différentes étapes. Quand je dis agile, ça ne veut pas dire que le BPM n'est pas agile. Certains le disent maintenant, c'est faux. Mais peut-être que l'ACM apporte encore un peu plus d'agilité que le BPM apportait en fait, tout simplement. Tout à l'heure, on a parlé de BPMN pour modéliser un processus. Et comment on va opposer ça en fait en parallèle pour modéliser en fait une approche de type case management? Il y a un standard qui existe également qui est le CMMN. CMMN, pardon. Donc effectivement, on va identifier des étapes, des statuts de dossier et des dossiers dans un statut donné, à une étape donnée, on va pouvoir faire certains types d'opérations ou pas. Donc voilà, c'est une approche également, enfin c'est un standard, pardon, qui permet de partager en fait l'expression de besoin, la description de besoin entre des équipes métiers, des équipes MO1 avec des équipes MOE. Donc quels sont les principaux atouts d'une approche de type case management? Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, même quand on fait un process, même quand on met en place un processus dans une démarche BPM, là je dis un point qui est très important, c'est le profil en fait des acteurs qui vont être amenés à intervenir sur le processus. Dans une approche de type case management, c'est d'autant plus vrai. Pourquoi? Parce que on va laisser plus de liberté en fait aux acteurs pour orchestrer les différentes tâches ou bien certaines tâches en fait qui composent, certaines tâches qui font partie du traitement du dossier. Typiquement, quand vous allez dans une banque pour faire une demande de crédit, vous êtes face à votre conseiller qui va vous demander certaines pièces justificatives avant de transmettre votre dossier au back-office. Parmi les pièces, typiquement, elle peut vous demander votre carte d'identité, le justificatif du bien que vous allez acheter, vos déclarations de revenus, enfin déclarations d'impôts, ainsi de suite. Donc on peut avoir une approche très séquentielle, le conseiller il demande la carte d'identité, il demande le justificatif du bien, il demande l'impôt sur le revenu, ainsi de suite. Mais en fait tout ça n'a pas d'importance, enfin, le sens, l'ordre dans lequel il vous demande ces pièces-là n'a aucune importance. Tout ce qui est important, c'est qu'à la fin, en fait, le conseiller, pour transmettre votre dossier de demande de crédit à ses équipes back-office, il faudrait que toutes les pièces en fait nécessaires soient fournies. Mais l'ordre dans lequel ces pièces a été fournies n'a peu d'importance en fait. Donc justement, on va les responsabiliser, ces acteurs-là. Donc là, en gros, l'exemple que je vous donnais, on ne montre pas beaucoup de responsabilité. L'ordre des pièces n'est pas forcément le plus important. Mais si on prend un autre type de dossier comme gestion de sinistre, et on va le voir dans la démo tout à l'heure, on peut laisser dans certains cas la main
au gestionnaire en fait qui traite le dossier de demander est-ce qu'il demande une expertise technique ou pas? Est-ce qu'il dit bah, probablement c'est un soupçon de fraude ou pas? On peut modéliser ces soupçons-là, on peut modéliser ces règles-là, mais aussi on peut laisser la main à l'acteur, en fait, en l'occurrence le gestionnaire back-office qui traite le dossier, de déclencher une opération de contrôle ou pas. La gestion de l'imprévu, effectivement, en fait, tout à l'heure on avait dit que dans le process BPM, c'est très adapté à des process qui sont très prédictifs. Dès qu'on est du moment qu'on est en train de modéliser le processus, on connaît en fait toutes les étapes qui composent le processus et on connaît les différents ingrédients, en fait, les différentes règles qui font en sorte qu'on passe par cette étape, par l'étape A avant l'étape B, ou bien par l'étape C avant l'étape A, ainsi de suite. Dans une approche type case management, en fait, on ne va pas modéliser ce type de règles, en fait. Il sera donc, typiquement, tu as dit, on va laisser la main au gestionnaire de déclencher les processus ou les sous-processus tels que lui l'entend pour s'adapter à un imprévu. Parce que on a mis en place un processus pour traiter des sinistres, typiquement des dégâts des eaux avec des montants, de dire voilà, si le montant du dossier ne dépasse pas 1 000 €, on ne demande pas d'expertise. Et là, on se rend compte que bah, y a une tempête. Bah, finalement, si on reste dans ce type d'approche, en fait, ce type de règles, bah, très simplement, on va gripper le processus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'experts sous la main pour réaliser l'ensemble des expertises. Bah, on va être un peu plus souple, on va dire bah, dans certains cas, dans certains dossiers, effectivement, avec des montants trop importants, on va demander l'expertise, mais compte tenu du contexte, en fait, il faut pouvoir agir très très vite pour aider les gens à réparer. Bah là, on va s'en passer des expertises techniques, on va valider les dossiers rapidement ou pas. Donc, dans une approche type case management, on va adapter les règles et les processus au statut de dossier. Un dossier qui a été créé, au début, il est au statut initialisé. Une fois qu'il est initialisé, il va passer à un statut en instruction. Après, en instruction, il va passer à un statut payé, ainsi de suite. Et selon le statut du dossier, on va pouvoir déclencher des processus différents. Pourquoi? Parce que typiquement, quand le dossier, est au statut validé en cours de paiement, bah, on va déclencher en fait bah, toutes les opérations de paiement. Ce ne sont pas les mêmes processus qui sont activables si le dossier était uniquement en fait au stade en instruction. Donc la notion de contexte et du statut du dossier sont des éléments très importants en fait pour déterminer les actions ou les processus qui sont possibles ou autorisés à exécuter sur le dossier. Le pilotage par le processus, il est conservé. Donc un dossier, en fait, c'est un processus. Donc par contre, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a parlé de prédictif ou pas. Dans le cadre d'une approche case management, en fait, on va pouvoir définir, identifier, deviner le processus de traitement uniquement à la fin. Pourquoi? En fait, on appelle ça une sorte de shadow process. En gros, on va se dire, bah, finalement, si on se rend compte que depuis le début, depuis la création du dossier, son initialisation, jusqu'à là, son traitement, voilà toutes les opérations, voilà toutes les étapes par lesquelles mon dossier est passé. Et là, quelque part, en fait, on aura un processus. Mais c'est un processus, en fait, qui ne sera pas forcément le même pour des instances différentes de dossier, parce que pour le dossier A, on est passé par l'étape A, B, C, D, et pour le dossier B, qui est du même type, mais parce que il avait des données différentes ou un contexte différent, on est passé par d'autres étapes. Donc le processus lui-même, il est identifié clairement à la fin. On appelle ça du shadow process ou shadow processus. Donc la démarche en fait de mise en œuvre d'une solution type case management, elle est très très proche en fait de celle utilisée pour la partie BPM. Dans la partie BPM, la partie modélisation, au début, elle portait sur les processus. Sur la partie case management, on va identifier les dossiers métiers. Qu'est-ce qu'on va traiter comme dossier? On va traiter des dossiers factures. J'ai un exemple très, très simple. Par exemple, typiquement, quand on va traiter les demandes, on va rester dans le monde bancaire. En fait, toutes les demandes que peut être amené à effectuer un client d'une banque. Alors, première question, est-ce que le dossier, c'est le client? Ou est-ce que le dossier, c'est la demande? Typiquement, une demande de prêt, c'est un dossier. Une demande de souscription d'une carte bancaire, c'est un dossier. Ou bien on dit, non, en fait, le dossier, c'est le client, et sur ce client, donc sur ce dossier-là, on va pouvoir faire plein d'opérations qui sont demander une carte bancaire, demander un crédit, et quoi d'autre.
bah justement, en fait, c'est très impactant. Clairement, si on prend la première hypothèse qu'un dossier, c'est le client, bon, vous vous rendez compte que souvent, en fait, quand vous êtes dans une banque, vous êtes client pour je ne sais pas combien d'années, bah, des fois 30, 40, 50 ans, ça veut dire en fait que le dossier client doit être toujours vivant, il ne meurt jamais. Parce que tant que vous êtes client chez la banque, même peut-être après, bah, le dossier doit exister. Alors qu'une demande de souscription d'une carte bancaire, bah, il va durer le temps de la souscription de la carte. Une fois que la carte est souscrite, ou bien tant que la carte est active, on va garder le dossier. Mais une fois que la carte, la demande de souscription est accordée, la carte est établie, ou la carte est périmée, ainsi de suite, on va pouvoir en fait archiver, purger le dossier. Donc ça, c'est très structurant. Une fois qu'on a identifié les dossiers métiers et les data qui composent ces dossiers, on va identifier les différents statuts et les différentes règles de gestion. Une fois ces données-là identifiées, on passe à la phase d'implémentation grâce à une solution de type case management. On va exécuter. On va également piloter, toujours pas les processus, parce que comme tout à l'heure, je vous ai parlé du shadow process, on va voir nos dossiers, en fait, par quoi ils sont passés. Les processus, mais pas que. Effectivement, la notion de données aussi, on se rend compte que peut-être qu'il y avait des données métiers, on a créé un dossier métier avec 50 informations et on se rend compte à la fin que seules 20 informations sont renseignées. Donc, c'est pas la peine de continuer à maintenir les 50 informations en demandant aux gens de les renseigner. Mais également par rapport aux processus qui sont associés à ce type de dossier, pour optimiser les processus, pour rajouter de nouveaux processus ou bien pour en supprimer. Donc la démarche, elle n'est pas identique à 100% à une démarche de type BPM, mais elle n'en est pas vraiment éloignée. Donc le retour d'expérience en fait qu'on a, effectivement, on se rend compte que les solutions de type case management sont souvent des solutions adaptées pour le monde bancaire. En fait, là qu'il y a des back-office avec très peu d'acteurs en fait qui interviennent pour traiter un dossier, on se rend compte que c'est possible. On se rend compte que ces processus-là, en fait, on laisse souvent la main au gestionnaire de prendre des décisions. Donc c'est moins industrialisé que ça d'autres process de type legal ou bien de type industriel, mais c'est vrai que c'est vraiment plus adapté. Donc le case management constitue une alternative agile et l'articulation de l'ECM. Tout à l'heure, j'ai dit que dès qu'on a commencé à parler de case management, quand on en parlait il y a 10-15 ans, ça venait du monde documentaire. En fait, ECM pour Enterprise Content Manager, donc gestion de contenu. Les solutions de workflow documentaire ont été les premières à passer à des approches de type case management. Pourquoi? Parce que elles se sont rendues compte que sur un support papier, on peut faire plusieurs types d'opérations possibles. D'accord? Donc effectivement, le case management maintenant, c'est l'alternative agile à l'ECM et au BPM. Donc, le case management permet un démarrage rapide en production. Vous voyez, on n'a pas besoin de passer... Enfin, comment je vais expliquer ça? L'identification d'une structure métier, en fait, d'un dossier métier rapide à faire. Typiquement, quand on prend une facture, je suis prêt à parier que si vous prenez 10 factures différentes, en fait, de 10 entreprises différentes pour le même job, vous allez vous rendre compte très très rapidement que les champs et les attributs qui sont définis, en fait, dans ces factures sont identiques selon très proches. Donc, c'est quelque chose qui est rapidement faisable. Par contre, qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire, vous, au sein de votre organisation, quels sont les processus métiers que vous allez mettre en œuvre pour traiter ces factures? Donc, si vous lancez un projet BPM et si vous mettez 3 mois, 4 mois à identifier le processus, c'est trop tard. Parce qu'en fait, en règle générale, tout le monde a déjà oublié c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on voulait faire, et tout le monde... je suis prêt à vous parier que sur les 3 mois d'études, vous avez eu probablement de la part de la même personne 3 descriptions différentes de l'organisation souhaitée et de mode de fonctionnement souhaité. Donc, le time to market peut être un peu plus important. Il est beaucoup plus court, il est beaucoup plus rapide dans une approche type case management. On va identifier le dossier métier, je leur viens de dire que c'est relativement facile à faire, et une fois qu'on l'a identifié, c'est très très facile de définir des macro-processus, des processus macro qu'on va appliquer sur ces dossiers pour aller en production. D'un autre côté aussi, on se rend compte souvent en fait qu'une solution de type case management est plus facilement adaptée, mais surtout adoptée par les utilisateurs. Donc on n'est pas là pour les fliquer, on n'est pas là pour leur dire, pour les guider en fait de manière très très précise sur comment ils vont faire, parce qu'en fait, là on a dit, on va les responsabiliser, on va leur donner plus d'importance. On va dire voilà, on vous met en place des outils qui vont vous permettre en fait de faire votre job, mais c'est vous qui décidez. Enfin, on vous a laissé une grande liberté pour décider, pour prendre les bonnes décisions pour que les dossiers qu'on vous a confiés soient traités.
Ce schéma-là, probablement, vous l'avez vu plusieurs fois. Alors, je suis d'accord à 90% de ce qui est mis dedans, mais bon, c'est qu'il reflète, enfin, si on veut simplifier, en tenant compte des deux axes qui sont la complexité des processus, mais aussi de la notion de prédictivité du processus, que le CM est une évolution du CRM, donc il apporte plus de liberté et est plus adapté en fait à ce type de choses. Le BPM, en fait, encore un peu plus que le CM, et la CM, en fait, encore plus que le BPM. Donc tout ça pour dire que des process très très complexes, effectivement, on pourra mieux les réussir avec une approche ACM. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller très très loin. On n'a pas besoin d'aller dans un niveau de profondeur très important pour identifier les différents cas. On a laissé de l'agilité, on a laissé de la place, on a laissé le choix à l'acteur humain de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, clairement, en fait, l'être humain, on va dire ce qu'on veut, du moment qu'il est qualifié pour faire un certain type de travail et qu'il le connaît, il saura prendre les bonnes décisions. Donc, on va juste prendre ce tableau, on va le balayer très rapidement, en fait, en essayant d'identifier un petit peu comment on est passé en fait du BPM à l'ACM, en fait, au case management. Quelles sont les principales caractéristiques des différentes approches. Effectivement, le BPM, pour simplifier, tout ce qui est déterministe et structuré, donc déterministe, c'est en contradiction avec tout ce qui est non prédictif, donc on sait ce qu'on veut faire, on a déterminé tous les chemins par lesquels on va passer, donc il est structuré. À une solution de type, bien une approche de type case management, qui sera un peu plus dynamique et plus adaptative. Donc en gros, on laisse la place à l'imprévu. Les différents cas d'usage, tout à l'heure je les ai cités un petit peu, en fait, pour la partie BPM, on est vraiment plus dans le monde de l'industrie, ou bien plus dans le monde réglementaire, d'accord? Alors que dans l'approche case management, plutôt pour traiter des demandes clients, traiter des contrats, des sinistres, on va voyer un peu tout ce qui est un peu back-office, ou bien front-to-back. Donc l'approche processus, elle est articulée en fait, elle est centrée sur les processus et sur les process standardisés, alors que la partie ACM, au case management, clairement, en fait, le cœur du sujet, c'est les dossiers, ce sont les données métiers, ou bien le dossier métier, avec des processus un peu plus macro et plus contextualisés, en fait, par rapport au statut. Quels sont les avantages? Pour la partie processus, on n'a pas de risque. On sait qu'on a une approche légale, on a des règles légales à mettre en œuvre. Très bien, on va les modéliser, on va les implémenter. On n'a pas de risque. Enfin, notre entreprise ne risque rien du moment que ces process sont exécutés, sont implémentés et exécutés tels que définis par la réglementation, on ne risque rien. La partie de case, non, en fait, on va responsabiliser les acteurs, on leur donne des objectifs, on va leur gérer les imprévus et charge à eux en fait de prendre des bonnes décisions en se basant sur les outils qu'on a mis en œuvre pour réussir. Les limites, effectivement, le process, l'approche BPM, on est moins agile, parce que on l'est quand même, mais on est moins si on a des cas imprévus très nombreux. On ne pourra pas dire, on va pas faire des if, ça devient trop compliqué. Et, à contrario, une approche en fait case management n'est pas très appropriée pour tout ce qui est réglementaire, parce que tout simplement en fait, on n'est jamais sûr que la personne appliquera la réglementation telle qu'elle doit l'être. Donc, juste une petite conclusion par rapport à ces deux approches. Le BPM et le case management ne sont pas systématiquement opposés. Donc là, on a essayé de, peut-être en mettant plus le trait, en fait, en noircissant le trait pour expliquer un peu la différence des deux, mais clairement, ce ne sont pas deux approches, mais ce sont deux solutions complètement différentes. Une solution type case management peut tirer des bénéfices ou des capacités offertes par le BPM, parce que vous avez vu qu'un dossier métier, on va lui appliquer des processus métiers, donc clairement on va le faire en BPM, on ne va pas les faire avec d'autres normes ou d'autres langages. Les process métiers, justement à implémenter au sein des solutions type case management, vont respecter les normes et les concepts BPM. On va penser à introduire un petit peu la notion de solution, et effectivement, moi je suis tenté de vous dire des fois, c'est pas uniquement une question de solution qui peut ou qui peut pas, c'est une question de démarche. Je peux, avec une même solution, si je prends le cas de Bonita, modéliser un processus en voulant faire du BPM, mais le modélisant dans une approche plus ACM. Donc vraiment, c'est la démarche en fait, et la façon qu'on modéliser les processus qui va dicter le fait de dire on fait du BPM, on fait de l'ACM, du case management. Et effectivement, pour finir, en fait, le case management, c'est fini, c'est pas uniquement que le document numérique. Le document numérique, c'est une des composantes du dossier et c'est plus le dossier lui-même.
Effectivement, pour dire que l'approche case management est un accélérateur de la transformation digitale parce que on va parler de dossiers métiers qui sont des données structurées et sur ces dossiers, on va pouvoir faire plein de choses. Alors, pourquoi faire une solution de type ou une démarche type BPM, de type case management avec Bonita? C'est que, je ne sais pas si parmi vous, je pense que certains connaissent le produit déjà. Donc, Bonita permet de décorréler les termes dossiers, avec les termes données métiers, ce qu'on appelle le BDM, clairement, des data models dans Bonita, des processus tout court. Il y a quelques années encore, les solutions du type BPM ou workflow, en fait, la seule information qu'on pouvait stocker dedans, c'était des informations non structurées, en fait, non structurées, non contextualisées, en fait. On rajoutait des champs, on rajoutait des attributs qui étaient portés par les instances du processus, et là-dessus, on travaillait. Par contre, on ne savait pas très bien si c'était une facture, si c'est une déclaration de sinistre ou autre. Actuellement, en fait, avec la notion de business data model dans Bonita, on peut dire, on va créer un processus de traitement de sinistre, et voilà ce que c'est qu'un sinistre. Donc le process va porter sur le sinistre et on aura décrit le sinistre dans le BDM en fait, et non pas dans des variables du processus. Donc une fois que le processus est terminé, une fois que la tâche est terminée, la notion de BDM est persistée. Donc on peut venir consulter en fait les différents sinistres qui ont été traités en fait par les différents processus. Alors qu'avant, on peut purger la tâche, mais pas purger le BDM. Alors que dans les solutions de BPM avant, clairement, une fois que la tâche était purgée, était nettoyée, on perdait l'information parce que l'information était portée par les attributs de la tâche. D'accord? Donc ce sont les deux concepts principaux sur lesquels on s'appuie pour dire est-ce que finalement on va pouvoir faire du case management ou de l'ACM avec cette solution, avec une solution ou pas. J'accélère un petit peu parce que je pense qu'on est en train de finir, on n'a pas le temps pour la démonstration. Alors la démonstration en fait que vous allez voir tout à l'heure, donc ils sont très rapides, c'est le traitement de mots de crédit avec 3 étapes principales. Vous voyez, c'est 3 macro-étapes, mais qui correspondent à des statuts de dossier en fait. Un dossier initialisé, il est en cours, il est décaissé, ou en cours de décaissement. Et selon le statut du dossier, donc typiquement quand il est en traitement, on va pouvoir faire des tâches, d'autres processus qui sont demande d'expertise médicale ou expertise technique. Et quand il est en phase de décaissement, on va pouvoir le débloquer partiellement, débloquer totalement, ou notifier le notaire pour dire c'est bon, la banque X a accordé le crédit d'1 million d'euros à monsieur Dupont, en fait, et que si vous faites l'appel de fonds, on va pouvoir vous verser l'argent. D'accord. Bon, nous avons terminé par rapport à la présentation. Je veux passer à la démonstration, si vous permettez. Je vais juste un court instant. Je vais relancer parce que comme je l'avais lancé tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va saisir une demande de crédit. Alors, en fait, il y aura 2 acteurs différents. En fait, l'acteur qui initialise et le gestionnaire qui traite sont les mêmes, plus uniquement pour éviter la connexion, déconnexion. Et on verra en fait un expert médical, un expert technique qu'on va solliciter à certains moments du dossier. Donc, il y a une demande de crédit. On va faire une demande de crédit pour aller pour moi-même. Donc là, vous reconnaissez en fait les formulaires Bonita. Allez. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. Je dirais pourquoi après. Bon, je vous ai mis mon vrai salaire, en fait. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Donc, j'ai saisi ma demande de crédit et je vais la soumettre. Donc là, en l'occurrence, en fait, on a
c'est le client qui a fait sa demande de crédit ou bien c'est le conseiller qui a fait une demande de crédit pour un client. Donc là, en back-office, en fait, donc là, je suis le gestionnaire et j'ai cette demande de crédit à faire, à traiter. Donc j'ai 72 ans. Vous voyez, donc la demande a le statut créé. Et en fait, on a implémenté une règle pour dire, je crois que c'est au-dessus de 44 ans, en fait, l'expertise médicale est requise. Et si on était, je crois, entre 30 ou 36 et 44, on peut dire qu'elle est conseillée. Et au-dessous, on peut dire, bah non, elle n'est pas obligatoire. Tout ça pour dire quoi, en fait? Tout à l'heure, j'ai dit, peut-être dans une solution de type, donc de type BPM, on aurait implémenté ces règles-là. Alors là, dans une approche type ACM, donc là, en fait, on va laisser la main au gestionnaire de faire des demandes d'expertise médicale ou pas. Maintenant, on va le contrôler quand même, on ne laisse pas l'accepter, parce que l'expertise, elle est obligatoire, elle n'est pas faite encore. D'accord. Par contre, si c'était conseillé, éventuellement, pas obligatoire, bah, ok, on le laisse faire, en fait, c'est à lui de prendre la décision. Donc, là, pardon, excusez-moi. Donc on a responsabilisé, c'est lui qui prend la décision, donc tout n'est pas prédit. Donc on ne sait pas s'il va la demander ou pas. Donc lui, il va regarder d'autres éléments du dossier pour dire oui, je la demande ou pas. Et à l'expertise médicale, il y a également l'expertise technique. On ne sait pas dans quel sens il va le faire. Est-ce qu'il va demander la technique avant la médicale avant la technique ou pas. Donc on va faire une demande d'expertise médicale. Et il va demander à un expert médical qu'il a choisi, à Anne Cartier, de faire cette expertise. D'accord? Donc on va se connecter en tant qu'Anne Cartier, mais je pense qu'il faudra que je rafraîchisse parce que tu viens de relancer. Donc Madame Cartier, en fait, a reçu une demande d'expertise médicale on va aller sur le dossier, mais par contre, vous voyez, moi je suis gestionnaire, donc là je suis revenu au gestionnaire, donc c'est pas moi, c'est un collaborateur en l'occurrence, qui est connecté là-dessus. Le dossier, il est encore chez lui. Alors que dans le BPM, comme vous savez, en fait, quand on avance dans le processus, on passe d'une étape à une autre, en fait, bah, quand le dossier n'est plus chez moi, je ne le vois plus. Donc là, en fait, le dossier, il est chez moi, parce que typiquement, si Madame Anne Cartier ne me répond pas, je ferai une autre demande d'expertise médicale à une autre personne, en fait. Ou bien, pendant que Madame Cartier traite ma demande d'expertise médicale, je fais une demande d'expertise technique à un autre consultant, à un autre conseiller. Donc là, en fait, on vient en tant qu'Anne Cartier, on a reçu la demande, bon, on dit les conditions, ben non, on ne va pas mettre de conditions, commentaire OK pour moi. Et on va donner un avis favorable. On va soumettre. Et donc, si je reviens sur le gestionnaire, une fois qu'il reprend la tâche, donc l'expertise médicale, donc elle a été faite, bon, le message n'est pas bon, mais c'est pas grave. Et vous voyez, en fait, donc là, on va pas accepter le dossier maintenant parce que j'ai un retour favorable et l'expertise a été faite. Donc, bah, je vais donner, enfin, j'accélère un petit peu sur la démo, je suis désolé, parce qu'on peut demander une expertise technique, on aura la même chose. Donc, le monsieur demandait combien? 230 000 euros, bon, bah, ok pour les 230 000 euros. Il demandait sur 84 mois, bon, ça fait un peu beaucoup peut-être, parce qu'il a 72 ans, donc on va le mettre sur 48 mois, et on va accepter. Donc, le dossier, en fait, a avancé, une fois que je l'ai traité en back-office, maintenant il arrive en décaissement. En décaissement, en fait, bah, pareil, quand le dossier était en statut d'instruction, était en cours, les opérations possibles dessus étaient demande d'expertise médicale ou des demandes d'expertise technique. Maintenant, le dossier est au statut de décaissement, on n'a pas affiché le statut ici, on aurait pu l'afficher. Bah, clairement, on va pouvoir faire d'autres opérations dessus, débloquer totalement le montant demandé, ou alloué, pardon, accordé surtout, notifier le notaire ou bien faire un déblocage partiel. Donc voilà un peu. Donc je sais pas si donc c'était une démo rapide, mais je sais pas si vous avez vu en fait, avec un même outil, on aurait pu modéliser le processus de manière complètement différente. Et donc si vous voulez jeter un coup d'œil très rapide au process ici, on se rend compte en fait que on aurait pu tout mettre tout modéliser dans un même processus, alors que non, en fait, on a fait des processus d'expertise médicale, on a fait des processus d'expertise technique. Vous savez, quand on dit l'approche case management, on a le dossier, donc qui est en l'occurrence le BDM d'Ombonita, avec des possibilités, enfin, avec des processus associés, donc des processus qu'on peut déclencher sur ce dossier dans certaines étapes. Et là, en fait, ben, on a identifié, vous voyez, ce sont des process qui sont relativement simples, hein, d'accord. Et par contre, quand je fais l'expertise médicale,
quand je donne quand Anne Cartier, donc l'expert médical, a donné son accord, l'information a été transmise sur le dossier de la demande, en fait. Sur l'objet, sur le dossier métier qui a été traité, pas sur la tâche process là-dessus. Et c'est le process, enfin c'est le excusez-moi, c'est le dossier qui porte l'information et pas uniquement le processus. D'accord? Bon, je ne sais pas si ça t'est clair, c'était un peu rapide probablement à la fin, mais la démonstration est terminée. Alors, je pense qu'on peut ouvrir la fenêtre, la porte aux questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Joseph. Pour moi, c'était clair au niveau de la démo. Donc, si ça ne l'était pas pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à poser des questions maintenant. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je les ferai suivre à Joseph, parce que je ne sais pas si Joseph avait donné son adresse directement ici. Mais, et puis, nous pourrons toujours y répondre dans un second temps. Alors, au niveau des questions, du coup, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions parce qu'on a peu de temps. Tiens, à propos de la démo, il y a juste quelqu'un qui demande s'il est possible de voir le processus principal. Est-ce que tu peux peut-être le montrer? Il est là, en fait. Ouais. J'essaie de réduire un peu pour le voir. Ah, pas, non, ouais. J'ai réduit un peu beaucoup, peut-être. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, peut-être comme ça. Voilà. En fait, alors, le processus principal est relativement simple. Il y a une étape principale qui est le traitement de demande. Et là, juste un petit rappel, en fait. La démo a été faite c'était un petit POC, même pas un POC, c'était juste par rapport au séminaire qui était organisé avec Bonita il y a peu de temps. Donc, on a dû prendre quelques raccourcis techniques, en fait, au niveau des embranchements, mais l'objectif, c'était d'illustrer vraiment comment, en fait, comment on peut implémenter, comment mettre en place une solution, mettre en œuvre le même type de besoin, traiter la demande de crédit dans une approche BPM que l'approche case management. D'accord? Mais surtout, moi, le point sur lequel j'insiste, c'est de vous dire en fait que c'est pas un seul processus. En fait, on a vraiment identifié d'autres processus, vous voyez, qui sont libres, qui peuvent vivre leur vie, entre guillemets. D'accord? Et ces processus, en fait, quand ils remontent l'information au process principal, ça remonte à travers le dossier métier et pas à travers un process. En fait, c'est pas un process qui appelle un sous-process qui leur rend des informations et lui, il continue, quoi. C'est vraiment l'information quand l'expert médical donne son accord ou le refuse, l'information, elle est au niveau du dossier. C'est le dossier qui est persistant, c'est le dossier qui est parlant et c'est sous ce dossier, selon certains contextes, donc acceptation ou refus, on va pouvoir faire certaines choses ou pas. Très bien, merci Joseph. Alors, il y a une autre question que j'ai ici sur le case management étant centré sur le dossier, est-ce similaire à la norme de modélisation de processus OSAD qui se base aussi sur la notion de dossier? Alors, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es familier? En fait, je connais OSAD dans le temps, ça fait un petit moment que j'ai pu trop regarder. Il y aura des proximités, mais c'est pas clairement la même chose en fait. Mais sincèrement, je suis plus un spécialiste OSAD, j'ai déjà vu ça il y a quelques temps, mais heureusement, non pas heureusement, plutôt malheureusement, j'ai pas eu trop l'occasion de pratiquer derrière, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais sincèrement, je ne saurais pas répondre de manière très précise sur la question, nous ne sachons plus trop. Nous ne connaissons pas trop bien, ou pas très bien, suffisamment bien à la version OSAD, clairement. D'accord, d'accord. Et puis je vais prendre une dernière question pour qu'on essaye de terminer à l'heure. Il y avait une question avec l'approche case management où on donne la liberté aux acteurs sur le traitement de leurs tâches. Comment s'assure-t-on qu'on optimise bien le traitement et qu'on colle aux objectifs de résultats globaux de l'activité? C'est le pilotage en fait, ou le goal management, clairement. C'est-à-dire en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu du shadow processus. Comment dire on va prendre un exemple en restant sur la démonstration que j'ai faite. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit par rapport à la catégorie d'âge, on va rendre obligatoire, on va dire non, pas besoin, conseiller ou bien obligatoire en fait la demande d'expertise médicale. Donc quand c'est obligatoire, je dirais, là on a guidé, c'est obligatoire. Donc si l'expertise n'est pas faite, le gestionnaire ne pourra pas valider le dossier, il ne pourra pas aller plus loin. Par contre, pour les deux autres cas, à savoir conseiller ou pas obligatoire, même quand c'est pas obligatoire, rien n'empêche en fait qu'un gestionnaire demande une expertise médicale. Et donc pour venir à la question, en fait clairement comment ça va se passer, c'est qu'en fait on va faire du pilotage. On va se dire si on prend avec 1, 2, 3 mois de la vie du processus, c'est difficile, je pense à dire des bêtises, on se rend compte que Monsieur X, lui, systématiquement, il demande une analyse médicale, même quand on lui dit non, c'est pas la peine. À l'inverse, Madame Y, on demande jamais.
même quand c'est conseillé, et même quand il y a des données, enfin, même quand il y a un petit soupçon, ou peut-être qu'il serait bien quand même, en fait, parce qu'on va les responsabiliser. C'est-à-dire, si on avait une réponse certaine, on aurait dit oui et non, ou non. Mais on ne dit pas conseiller. Conseiller, en gros, on dit on est en train de dire au gestionnaire. Selon ce qui est les règles établies, on pense que ça vaut le coup de le faire. Maintenant, on te laisse décider est-ce qu'il faut le faire ou pas. Et je dirais, donc, en faisant du pilotage derrière, donc un pilotage à froid, a posteriori, on se rend compte finalement quelles sont les personnes qui, enfin en gros les tendances, est-ce que le processus doit être optimisé parce que systématiquement, chaque fois qu'on a dit conseiller, on s'est rendu compte que les conseillers derrière, ils l'ont fait et c'était utile qu'ils le fassent, ou bien non, ils l'ont fait et finalement c'était inutile parce que finalement c'était un peu abusif, c'était pas la peine de contrôler. Et là en fait, on peut adapter les règles les règles qui vont dire que il est conseillé, il est obligatoire ou pas obligatoire de faire l'expertise médicale. Donc juste pour simplifier la réponse, c'est que dire effectivement on peut le faire mais avec du pilotage à froid et agir sur les règles en fait ou sur les processus qui ont été modélisés ou définis lors de l'implémentation de la solution. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Je pense que oui, pour moi, oui. Bon. Écoutez, il reste quelques questions. Je propose qu'on réponde à ces questions par écrit. Donc, de toute façon, elles sont toutes listées dans l'outil parce que nous avons juste dépassé l'heure. Et du coup, je propose de vous libérer pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph, de cette présentation très claire. Merci. Cette présentation a bien été enregistrée et elle sera bientôt disponible sur notre site web. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, Joseph. Au revoir tout le monde.